Bonjour à tous, cette semaine on se retrouve avec une toute nouvelle interview. Je viens questionner Marion Glitier, que vous connaissez peut-être puisqu'elle a créé la marque de bijoux Elle Essence et qui accompagne donc des artisanes à développer leur activité, à vendre leurs produits en ligne, c'est ça, Ouais, avec donc sa formation qui s'appelle Artisan Academy. c'est ça. Donc Marion, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer ton parcours, puis nous dire qu'est-ce qui t'a amené à créer des bijoux? Ouais. Alors déjà moi j'ai 26 ans aujourd'hui, que je dise pas de bêtises. Et du coup je fais de la bijouterie depuis 2019, donc ça fait 3 ans. À la base j'étais formée en école de commerce, donc pas du tout dans Ouais. l'artisanat. J'étais formée au commerce, au marketing et puis plus particulièrement à l'entrepreneuriat parce que j'ai quand même fait une filière là-dessus en dernière année. Mhm. Donc j'avais déjà un jour envie de monter mon entreprise, mais je savais pas du tout dans quoi et je pensais pas du tout à l'artisanat. Et en fait, donc j'ai travaillé plusieurs années dans le domaine des startups et du numérique, toujours sur cette mission un peu marketing communication. Et puis à un moment, j'ai eu envie un peu de quitter ce monde-là et de voir autre chose. Et j'avais fait un cours en fait vraiment par curiosité avec un bijoutier où je voyais un peu la tendance justement de l'artisanat revenir. Et je me disais, bah moi qui aime bien faire des choses de mes mains quand même depuis toute petite, je vais tester un cours avec un vrai professionnel et je trouvais ça hyper cool. Et puis la bijouterie en fait est venue assez rapidement, assez facilement. Et j'ai testé et j'ai adoré. Mais à ce moment-là, j'étais pas du tout dans l'optique d'en faire un métier parce que en fait, j'allais partir en Nouvelle-Zélande avec mon conjoint. On avait prévu de faire une pause et de partir s'installer à l'étranger. D'accord. Donc on était vraiment partis dans l'optique d'aller vivre là-bas, travailler là-bas, etc. Pas du tout la bijouterie en tête. Et en fait, on a dû revenir pour des raisons personnelles beaucoup plus vite que prévu. Et quand on est revenu, c'est là où je me suis dit, du coup, qu'est-ce que je fais? Là, je me suis dit, l'artisanat, en fait, au fur et à mesure... Après le cours, je me renseignais, je regardais, je voyais que pas mal de gens s'étaient reconvertis, que ça se faisait et que c'était potentiellement accessible. Et du coup, je me suis dit, ok. Et j'ai repensé à la bijouterie. Et je me suis dit, pourquoi pas? Et donc, quand j'ai fait des recherches sur Internet, ce que je te disais tout à l'heure, je suis tombée sur ton blog et celui de Mélanie. Et du coup, j'ai vu qu'en plus, on pouvait apprendre pas mal de choses sur Internet. Donc, c'était finalement trop chouette et assez facile. Ouais, c'est ça. De se dire finalement, même si je me forme pas, je peux quand même réussir à faire des choses et les vendre. Et le côté vente, après, c'était plus ce que moi j'avais appris, donc ça me faisait pas peur. Et du coup, c'est comme ça que je me suis lancée dans la bijouterie. D'accord. Voilà. Et après, pour la formation, en fait, ma marque, elle est née en 2019. Donc, je l'ai développée les 2 premières années un peu de briques de broc. En fait, j'avais un peu mis de côté la vente en ligne. Je vendais plutôt sur les marchés. J'ai monté mon atelier boutique à Montpellier. Donc, vraiment d'autres canaux de vente complètement différents. Et en fait, il y a eu le Covid qui est arrivé. Et là, je me suis dit, même si j'avais en tête depuis un moment que la vente en ligne, c'était quand même quelque chose qui me plaisait, je me suis dit, ouais, let's go, on va miser là-dessus et ça va être mieux. Et donc, ça fait depuis 1 an maintenant que je suis en vente en ligne, que ça cartonne. Et ça a vraiment fait décoller ma marque par rapport à avant où c'était des balbutiements un peu du début. Et en fait, quand ça a décollé, j'ai beaucoup... Enfin, aussi, je commençais à créer un réseau de créatrices autour de moi. Et en fait, je me rendais compte que énormément de créatrices galéraient, littéralement, soit pour vendre, soit même pour communiquer en ligne, et que c'était plus facile les marchés, quoi. On est en face des gens et tout, mais à la vente en ligne, c'est pas pareil. Et du coup, je me suis dit que j'avais peut-être ma pierre à apporter à l'édifice et que je pouvais aider et apporter, moi, ce que j'avais appris, plus mon expérience aussi qui apportait des conseils vraiment précis sur l'artisanat, comment faire, comment communiquer, etc. Et j'ai lancé l'Artisan Academy, du coup, mon programme de formation. Donc ça fait pas très longtemps. Et non, ça fait depuis septembre de l'année dernière. Ouais, je me rappelle, on avait discuté à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'on avait pris contact. Donc ça fait depuis, l'année dernière, c'était en 2021. Donc septembre 2021, D'accord. Et il y a plein de créatrices qui ont déjà rejoint le programme. Donc, Ah, c'est cool. Et donc, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois vraiment une différence avec avant, quand tu essayais de rejoindre une clientèle par les marchés, par les canaux plus traditionnels, on va dire, et quand tu as décidé de te focusser sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Donc ta force à toi, c'est plutôt les réseaux sociaux. Ouais. D'accord. Ouais, clairement. Alors, tu crées, toi, des bijoux sur le thème de la botanique. Est-ce que tu as exploré d'autres univers auparavant? Pas du tout. En fait, non, c'est vrai que moi, j'ai pas... Autant il y a
des personnes qui ont un apprentissage où justement elles vont avoir envie de tout tester. Moi j'avais envie de tout tester, mais dans l'artisanat de manière générale. C'est-à-dire qu'il y a la céramique qui m'a appelée, il y a l'illustration qui m'a appelée, des choses comme ça. Mais par contre dans les bijoux, j'ai toujours, en fait, je pense que c'est ma vision d'entrepreneur où j'ai été formée à l'entrepreneuriat. Et en fait je savais que pour lancer son entreprise, si on voulait mettre toutes les chances de son côté et ne pas se perdre en cours de route, c'était mieux quand même d'avoir une ligne conductrice dès le début. Et du coup, je me suis dit, ok, je me lance dans l'artisanat, quelque chose que je connais pas du tout. Et du coup, j'étais aussi un peu en dehors de ma zone de confort, même si j'avais envie d'entreprendre, que je savais ce que c'était l'entrepreneuriat. L'artisanat pas du tout, donc je me suis dit pour me donner un cadre et pas partir dans tous les sens, parce que quand on découvre aussi un nouveau métier comme la bijouterie, on a envie de tester énormément de choses, d'explorer et tout. C'est ça, et du coup je me suis dit pour pas me perdre, je vais me donner un cadre. En fait, j'ai longtemps réfléchi à ce que j'allais me donner comme cadre, et donc j'ai passé des heures à faire des recherches de ce qui existait dans les bijoux, de ce qui existait dans l'art de manière générale, qu'est-ce qui m'appelait. Et aussi le voyage en Nouvelle-Zélande a fait que la reconnexion à la nature, les choses essentielles de la vie, l'écologie, des choses comme ça m'ont aussi beaucoup plus parlé. Et du coup, je me suis dit qu'en fait, ça allait être une source d'inspiration inépuisable, que ça allait porter en même temps le message aussi que je voulais d'éco-responsabilité, de tout ce qui est les valeurs de ton entreprise en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, on va rester là-dedans. Et donc, j'ai commencé avec le thème de la botanique, et je suis toujours dans le thème de la botanique. Par contre, j'avais pas du tout le même style de design au début. Ma première collection, elle ressemblait pas du tout à ce que je fais aujourd'hui. Donc, petit à petit, tu as créé un peu ta patte, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, mon style a évolué. Ton style, voilà. Alors, c'est même, il a évolué. Je pense qu'il évolue toujours aujourd'hui. Mais il y a vraiment une fracture entre ce que je proposais au tout début, où vraiment, je m'étais mis en tête, en fait, un cadre beaucoup trop strict pour le coup, et vraiment, en fait, pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que j'avais cette vision d'entrepreneuriat où je me disais il faut un truc hyper niché, très original. En fait, je m'étais mis des barrières en fait à ce que je croyais être bien pour mon entreprise, pour développer mon business sur le côté vraiment plus vente à proprement parler. Et en fait, je me suis rendu compte que j'allais un peu droit dans le mur. En fait, t'étais trop dans la stratégie et pas assez dans le plaisir de créer aussi. Parce qu'il faut un équilibre entre les deux, sinon on tient pas dans le temps. C'est ça, surtout que je commençais. Alors aussi, du coup, je savais pas ce que j'allais prendre plaisir à fabriquer. C'était aussi ça. Donc du coup, je m'étais dit, comme je sais pas ce qui va me plaire, je vais me mettre déjà un cadre et je vais respecter ce cadre. Et du coup, j'avais choisi aussi des techniques de fabrication qui étaient assez simples. Ça, je trouve que c'était une bonne idée de ma part. Mais surtout si tu débutais. Ouais, c'est ça. Et puis, je voulais sortir rapidement une collection. Donc, il fallait aussi qu'à un moment donné, les techniques soient pas trop compliquées. Donc ça, c'était une bonne idée. Mais par contre, sur le design, je prenais pas plaisir à fabriquer les bijoux, en fait. Après coup, je voyais que j'avais pas trop envie de les reproduire. Et puis même le design, finalement, il était beau, mais il me vibrait pas, quoi. Donc, et ça se ressent quand tu veux le vendre après. Ouais, oui, parce que j'ai abandonné la vente de cette collection. Et non, encore une chose tu dis encore une chose super intéressante, en fait, c'est que c'est pas parce qu'on est débutant qu'on peut pas commencer à vendre, sauf que il faut pas mettre la barre trop haute. C'est ça. Donc on se concentre d'abord sur les techniques qu'on maîtrise un minimum, et ensuite, au fur et à mesure, on s'améliore nous-mêmes techniquement. Donc là, on peut élaborer des collections plus complexes, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis même partir sur des techniques plus complexes. On parlait tout à l'heure de la réticulation. Ouais. Typiquement, c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout au début, et même que je ne connaissais pas. Mais voilà, après, au fur et à mesure, on se dit, tiens, on va rajouter, même sans forcément changer complètement le design de notre patte artistique, mais de se dire, on va rajouter des petits détails techniques qu'on n'avait pas fait avant. Mais effectivement, au début, il faut rester simple, parce que sinon, on se perd, et puis on vend jamais rien parce qu'on n'est jamais satisfaite, etc. Donc c'est un peu un cercle aussi qui nous entraîne à la perfection un peu inaccessible, et on n'avance pas, quoi. Donc faut y aller petit à petit. Et autre chose, je vois que toi tu as misé directement sur des petites collections. Tu fais pas de pièces uniques? Non, jamais. Non. Ça ne t'attire pas, ou c'est stratégique encore une fois? En fait, j'y ai réfléchi parce que je trouvais qu'il y avait en fait ce côté pièce unique. C'était très, on rentrait plus dans le domaine de l'art, selon moi, alors que le côté reproduction était plus c'était plus classique et plus facilement vendable à mes yeux, parce que j'avais ce truc. Moi, j'étais formée au business classique, quoi. Donc du coup, le côté artistique, vraiment faire des pièces uniques, choses comme ça, j'ai réfléchi et je me suis dit, est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire quand je me suis lancée?
Et en fait, ça me faisait peur parce que je me sentais pas légitime vu que je partais de rien du tout. Et selon moi, les pièces uniques, c'était aussi plus souvent, et c'est quand même le cas, des pièces qui vont être travaillées, sur lesquelles on va passer beaucoup plus d'heures. Oui, Donc du coup, plus élaboré, voilà, techniquement plus du coup, plus si complexe. on maîtrise que les techniques de base, on a vite fait le tour. Ouais. Et on n'a pas trop ce côté pièce unique, quoi. Ça va être compliqué de justifier le truc. Donc c'est d'abord pour ça. Et après, moi j'aime bien reproduire la même chose tant que c'est pas en trop grande quantité. J'aime bien aussi de me dire, bah voilà, j'ai imaginé un modèle. Et puis, il y a quelques personnes dans le monde, ou dans la France, ou dans l'Europe qui vont l'avoir, quoi. Donc ça, c'est un mode de vente qui me correspond bien, je pense. Voilà. Après, je n'exclus pas un jour, peut-être, si vraiment j'ai une idée et que j'ai envie justement, de passer vraiment plus de temps, que ça se compte en dizaines d'heures, quoi, à fabriquer un bijou, oui, je le ferai peut-être en pièce unique. Mais du coup, aujourd'hui, c'est pas le cas. Après, j'ai quand même essayé de faire. J'avais alors, elle n'est plus actuellement sur mon site, mais ça va revenir parce que c'est quelque chose que je veux continuer à faire. C'est d'utiliser des pierres en verre de mer recyclées. Oui, ok, oui. Et du coup, là, ça a ce côté encore un peu plus unique parce que y a la pierre. Et c'est vrai qu'il y a aussi souvent ce truc-là où les bijoux qu'on dit un peu pièces uniques, soit c'est parce que c'est des pièces très élaborées, soit ça peut être des pièces plus classiques, mais parce qu'il y a l'utilisation de pierre fait qu'en fait le bijou va être aussi unique. Soit avec le même design d'ailleurs, soit avec des designs où les gens s'adaptent à la forme de la pierre et du coup en font des collections comme ça. Du coup ça, voilà, ça peut être des pièces uniques dans ce cadre-là, d'utilisation de pierres en verre de mer, que je réutiliserai je pense dans le futur. Mais pour le moment, j'ai des collections vraiment classiques voilà, que je reproduis mais en toute petite quantité, quoi. D'accord. Alors, tu as un peu déjà répondu à cette question, mais je vais quand même te la poser. Est-ce que, du coup, c'est ta clientèle qui t'a amené à créer ce genre de bijoux ou est-ce que tu as décidé de créer des bijoux botaniques parce que ça te plaisait et c'est comme ça que donc, tu as attiré ta clientèle? En fait, c'est intéressant ta question parce que oui et non, dans les deux sens. En fait, au début, quand j'ai fait ma première collection qui était au design complètement différent, c'était sur le thème de la botanique, mais vraiment complètement différent, je voyais que ça partait pas. Et du coup, je me suis dit, il va falloir faire autre chose. Et en fait, je pensais justement que c'était parce que ma clientèle n'aimait pas ce que je proposais, qu'il fallait que je propose des choses différentes pour plaire à ma clientèle. Donc c'est quand même ce qui a été l'élément déclencheur de changer de style, entre guillemets. Donc j'ai fait un peu des recherches et à ce moment-là, j'ai fait une collaboration avec la créative Élise Francis. Et du coup, ça nous a amené aussi toutes les deux à partir sur un autre style de design qui a été en fait le début après de mon style que j'ai aujourd'hui. Donc ça a été l'élément déclencheur, mais en fait, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas en m'adaptant à la clientèle que j'ai pu vendre, mais c'est plutôt que j'ai réussi à attirer avec mes bijoux la clientèle que je voulais en fait. Et souvent c'est quelque chose aussi dont je parle beaucoup avec les créatrices que j'accompagne, parce que quand on commence on se dit on a nos proches, on a notre petite bébé communauté sur Instagram ou des choses comme ça, et en fait on a des retours, on a des gens qui nous disent j'aimerais bien avoir ça, ou j'aimerais bien plus comme dans ce style là, etc. Et on peut souvent avoir tendance à se dire du coup je vais proposer ce que les gens me demandent. Ça peut être au début le cas et ça peut être enrichissant de commencer comme ça, mais en fait faut pas oublier qu'on attire les gens qu'on a envie d'attirer. Et notre communication, c'est nous qui la choisissons et on peut attirer les gens qu'on veut avec notre communication. Donc en fait, on peut créer ce qu'on veut à partir du moment où derrière, on met en place une communication qui est adaptée. Et c'est ce que j'ai fait en fait par la suite quand j'ai changé de style, parce qu'au final, j'avais pas de communauté en ligne, c'était vraiment juste une bébé communauté. Et au fur et à mesure, quand j'ai vraiment commencé à développer ma marque, j'ai attiré les gens que j'ai voulu attirer. Donc finalement, c'est ce que j'avais créé qui a fait que j'ai choisi les gens qui correspondaient en fait à mes valeurs, à ce que je voulais, à mon profil de client que je visais. Donc c'était la combinaison des bijoux que tu as créés et de ta communication autour de ça. En fait, je pense que les créations attirent naturellement du coup des gens qui vont aimer ces créations ou pas. Et après, dans le message, dans la façon de montrer nos créations, dans la façon d'en parler, on va aussi attirer les bonnes personnes. Donc ça peut être dans l'utilisation des hashtags, dans le type de collaboration qu'on fait. Il y a plein de choses après dans la communication qu'on peut mettre en place. Mais oui, les créations par elles-mêmes, de toute façon, vont attirer les gens à qui ça leur plaît. Mais voilà, ce qui va faire la différence, parce qu'on peut avoir deux personnes qui vont créer des bijoux. Par exemple, le thème botanique, c'est la nature, c'est un univers qui attire beaucoup, qui inspire beaucoup d'artisans en fait.
mais la façon dont tu vas communiquer autour et même la personnalité de l'artisan C'est ça, ouais. va faire la différence entre telle marque et telle marque. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une petite recette qu'il faut faire, sa petite tambouille, quoi. Mais c'est qui on est, pourquoi on le fait et comment on va communiquer dessus, qui fait qu'on va attirer certaines personnes qui vont aller chez nous plutôt que effectivement chez une autre créatrice qui pourrait avoir des bijoux botaniques, mais qui ne porte pas les mêmes valeurs, qui n'est pas la même personne, qui n'a pas la même personnalité, etc. Ouais, c'est ça. Et pour le coup, toi, tu l'as bien fait parce que du coup, moi, je t'ai découvert quand tu as commencé à lancer tes vidéos YouTube autour de ta marque, ta réalité d'artisane. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça en fait? De vidéos YouTube? Ouais, parce que c'est assez peu courant, moi je trouve, dans le domaine. Donc, ouais, en fait, c'est quelque chose que je voyais assez souvent, mais pour les illustratrices. Qui est vraiment développée à l'étranger et tout. Les illustratrices se filment beaucoup en studio vlog, en coulisses, etc. Et du coup, en fait, c'est en regardant ça que ça m'a donné envie de le faire aussi parce que justement, je voyais qu'il n'y a personne qui faisait sans la bijouterie. Et en fait, quand moi j'ai commencé en tant qu'autodidacte, du coup, je cherchais la moindre vidéo YouTube de microsecondes qui montrait comment on fabrique un bijou. Et j'allais en fait récupérer le moindre petite info. Même des fois, c'était juste des vidéos anglophones ou ce genre de choses, ou c'était des interviews faites par des magazines. Mais on voyait un petit outil dans l'atelier au loin et je me disais, ah tiens, c'est intéressant. Et du coup, moi, comme j'adorais regarder des vidéos, je me disais que ça pouvait aider d'autres personnes et inspirer d'autres personnes. Même si c'est pas des vidéos qui expliquent techniquement comment faire, mais plutôt qui montrent les coulisses, les inspirations. Donc c'est tout simplement comme ça. Je me suis dit, comme ça, il y en a pas beaucoup et que moi, j'adore en regarder. Je vais potentiellement en proposer aussi aux autres. Mais donc, ton idée de départ, c'était de proposer ce genre de vidéo, mais c'était pas pour attirer une clientèle, en fait. Non, enfin, en fait, au début, parce que, comme toutes les créatrices et entrepreneuses, j'ai expérimenté. Aujourd'hui, j'apprends des choses à mes élèves, mais il a fallu expérimenter avant. Et au début, je me disais justement que YouTube, ça pouvait être intéressant. Vu que je voyais les illustratrices qui le faisaient, je me suis dit, pourquoi pas, je vais faire la même chose avec la bijouterie, mais en voulant attirer des clients. Mais en fait, les clients, je les ai pas attirés du tout par YouTube. YouTube, c'est une plateforme, du coup, je me suis formée, je sais comment fonctionnent maintenant les algorithmes, comment fonctionne YouTube. Et en fait, il faut vraiment être sur des vidéos qui sont... pour en fait faire décoller sa chaîne, si on n'est que sur des studios vlogs, du coup, donc vraiment les coulisses, ça peut prendre des années et ça peut ne jamais décoller. C'est très compliqué. Alors que si on est sur des vidéos plus explicatives, avec vraiment, on va répondre à une problématique que quelqu'un cherche, là, on peut faire décoller sa chaîne. Le coup, c'est plus ce que je fais aujourd'hui. Que tu vas enfin, aux problématiques des artisans que tu vas répondre. C'est ça. Qu'est-ce que tu appelles un studio vlog en fait? Studio vlog, c'est vidéo coulisses où je vous parle face caméra, je vous montre comment je fabrique. En fait, c'est vraiment vidéo coulisses dans le studio, quoi. Donc, studio vlog, Ok, d'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres réseaux sociaux sur lesquels, en fait, tu t'es lancé, enfin, quels sont les réseaux sociaux sur lesquels tu as misé, justement, pour atteindre ta clientèle? Alors, comme je te disais, j'ai expérimenté YouTube, donc voilà, mais qui n'est pas un réseau social, mais ça fait partie des outils que j'ai testés. Sur vraiment le côté plus réseau social, au début, j'ai testé Facebook, j'ai testé Instagram, j'ai testé Pinterest, pareil, qui n'est pas un réseau social, mais qui est un outil. Voilà, ça a été les outils principaux que j'ai testés. Mais donc, par contre... j'étais assez... Enfin, tu as été un peu partout. Ouais, j'ai été testée un peu partout, Et après, c'était mon objectif, parce que comme moi, c'était mon métier avant... en fait, je savais quel était le potentiel de chaque plateforme et comment l'utiliser, déjà de base. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai gagné du temps. Je n'avais pas besoin d'apprendre à utiliser les outils, à part YouTube qui est très complexe. Mais du coup, je me suis dit, on va tester. Et en fait, la conclusion, ça a été que Facebook, non. Pinterest, non plus. Et du coup, le gagnant, ça a été Instagram. Où vraiment, en fait... j'y ai trouvé, alors au début ça s'est fait instinctivement et après j'ai compris aussi pourquoi c'était Instagram le meilleur outil finalement quand on veut vendre des produits surtout faits main, parce que ça combine tout ce qu'on veut en fait pour attirer les personnes, créer un lien, les convertir, etc. On peut vraiment tout faire sur Instagram et c'est un réseau social de l'image, donc c'est parfait quand on veut montrer ses créations, ces belles créations. Donc le dernier gagnant ça a été vraiment Instagram et je me suis focalisée là-dessus, mais que j'utilise en complément d'un outil d'emailing. Ma stratégie aujourd'hui, elle est vraiment basée là-dessus. C'est celle que j'apprends à mes élèves et c'est vraiment d'utiliser Instagram plus l'email pour avoir en fait
une communauté et après garder un lien plus avec d'autres personnes pour convertir en vente derrière. Donc c'est vraiment ça que j'utilise et les autres, je les ai mis de côté. Alors pour expliquer l'emailing, c'est-à-dire que tu récoltes les adresses email de tes clients ou des personnes potentiellement intéressées. Et donc tu peux leur envoyer les nouveautés, tes promotions et tout ça. Tu leur écris régulièrement? Ouais, du coup, en fait, d'ailleurs c'est un conseil que je peux donner. Si on veut mettre en place une newsletter ou en tout cas de l'emailing, il faut envoyer régulièrement. Sinon ça sert à rien. Parce qu'en fait le truc c'est que le contact qu'on a gagné, enfin qu'on a obtenu, si on veut que quand on va lui donner un message ça ait de l'impact, faut qu'il sache qui on est, il faut qu'il n'ait pas perdu. Voilà, c'est ça, il faut qu'il s'en souvienne et il faut qu'il soit réceptif, qu'il ait envie en fait de lire le message et pas simplement comme on voit une pub passer et hop on la voit passer et c'est tout. Si on veut que notre message ait de l'impact, il faut que la personne elle attende de recevoir notre email et qu'elle ait envie de le recevoir. Donc là, j'imagine que du coup, tu n'envoies pas que des messages de promotion tu envoies quoi comme type de message? Plein de choses, mais effectivement, c'est tous les coulisses en fait, au sens large. C'est pas uniquement quand on a besoin de vendre ou envie de vendre. Alors même si régulièrement, effectivement, il y a quand même des liens vers ma boutique, des choses comme ça, mais le message de mon mail, en fait, je vais aller bien plus loin que de dire il y a un produit qui est sorti. Généralement, je raconte les coulisses d'une collection, je raconte ma vie à l'atelier, des petites anecdotes personnelles aussi si j'ai envie, mon mood du moment, un conseil, enfin ça peut être plein de choses, mais je crée un lien avec mes abonnés, quoi. Pas uniquement leur dire voilà mon produit et acheter. D'accord. Et comment tu fais pour les convaincre de te donner leur adresse email? Parce que ça, c'est compliqué. On est tellement bombardé d'emails de nos jours que la plupart des gens refusent de s'inscrire maintenant à des newsletters et tout ça. C'est quoi? En fait, tu as tout bien résumé. La plupart des gens ne veulent pas s'inscrire et c'est pas grave. En fait, généralement, c'est les gens qui sont très intéressés qui s'inscrivent. Et moi, ma base email, elle est vraiment pas grande, mais le si peu de gens que j'ai dedans, ils achètent. C'est une clientèle fidèle. Voilà, donc en fait, il n'y a pas besoin, et c'est un truc d'ailleurs qui est rassurant, de savoir que même sur Instagram, c'est pareil, il faut pas beaucoup de personnes pour vendre en fait, il faut juste les bonnes personnes. Et après, pour leur donner envie de s'inscrire, c'est assez naturel généralement parce que j'en parle déjà, parce que aussi il y a beaucoup de créatrices qui oublient de parler de leur newsletter, mais le fait qu'il y ait un lien qui existe, ça suffit pas, généralement, il faut quand même dire qu'elle est là aux gens. Oui. Donc du coup, ça, j'en parle, et en fait, généralement, j'en parle au moment où, par exemple, je vais envoyer une petite surprise le lendemain. Je leur dis, voilà, inscrivez-vous, il y a une surprise qui arrive demain. Donc j'ai à chaque fois régulièrement des nouvelles personnes. Teasing Voilà, des petits teasings. Et puis après, quand il y a la page d'inscription pour que les gens s'inscrivent, ils savent ce qu'ils vont recevoir. Et je leur parle justement que c'est pas juste de la vente. Voilà. Donc ça intéresse les personnes qui sont ciblées et qui sont susceptibles de vouloir en savoir plus sur ma marque et moi, quoi. D'accord. Est-ce que tu serais à l'aise de nous partager ton nombre d'abonnés à ta newsletter? Ouais, combien on était récemment? Un truc comme 250? Ah oui, non, c'est pas beaucoup. Ah non, c'est pas beaucoup, ouais. Mais mes taux d'ouverture sont être extraordinaires. C'est ça, parce que pour avoir travaillé dans le domaine de la com, généralement, je sais plus à combien de pourcents on est, mais moi je suis autour de 50% d'ouverture, quoi. Ce qui est quand même énorme. Oui, c'est énorme. Donc du coup, et en même temps, dans les 50% d'ouverture, c'est pas tout le temps les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont pas lire ce mail-là, mais ils vont lire le suivant. Et comme j'en envoie régulièrement, finalement, ça fait que tout le monde est un peu au courant de mes mails. Et du coup, à l'intérieur, après, c'est pareil, les taux de clics, je les ai plus en tête, mais il y a énormément de gens qui cliquent. Et même les gens qui cliquent pas forcément, parce que encore une fois, j'ai des mails où il n'y a pas de lien cliquable, où je raconte juste quelque chose. J'ai des gens qui reviennent me parler en me disant « Ah, mais oui, j'ai vu ton mail passer l'autre jour qui parlait de ça. Donc en fait, ça marque et ça fait son petit effet, quoi. D'accord. Et quand tu dis régulièrement, du coup, c'est quoi en fait ta fréquence d'envoi d'email? Est-ce que c'est un par semaine, un tous les jours, un par mois? Ça dépend. Un tous les jours, non. Non, clairement pas. Je ne suis pas dans le spam parce que après, à un moment donné, ça fait trop. Non, généralement, en période creuse, je dirais un par mois. Au minimum. Et après, en période de vente, ça peut être une fois par semaine. À Noël, typiquement, c'est au moins une fois par semaine. D'accord. Même plus. Okay. Mais pas tous les jours.
Voilà. Après, c'est comme tout, en fait, la communication, c'est quelque chose qui s'équilibre, c'est quelque chose qu'il faut... Voilà, on fait sa petite recette, sa petite tambouille, quoi. Et par moment, il va falloir plus d'ingrédients, par moment, il n'y en aura pas besoin d'autant. Voilà, il faut adapter la recette à la période de l'année et qu'est-ce qu'on va mettre dedans dans notre communication à ce moment-là. Donc, c'est pareil pour l'emailing, des fois, il y en a plus, des fois, ils sont plus axés Oui, en vente. fait, ça dépend des moments, quoi. Puis ça dépend ce que tu as à dire, parce que ça sert à rien d'écrire pour écrire. Ouais, si non. le message est creux, s'il n'y a rien à dire, ça sert à rien. Non. Donc, Après, c'est un exercice. Parce que aussi, beaucoup de créatrices se disent j'ai rien à dire, donc j'écris rien. Oui, mais après, c'est aussi en faisant qu'on s'améliore et du coup qu'on sait quoi dire. Parce qu'au début, c'est souvent aussi le syndrome de la page blanche. Et on ne sait pas quoi dire dans nos mails. Sauf que c'est au fur et à mesure qu'on en écrit. Alors, c'est aussi quelque chose que j'apprends à mes élèves. Il y a des techniques, il y a des petites choses qu'on peut partager assez facilement. Puis après, c'est une habitude, quoi. Ça devient une habitude et finalement, on a toujours quelque chose à dire. Mais après, c'est la relation qu'on crée avec nos abonnés aussi qui fait qu'on est à l'aise ou pas. Il faut peut-être un peu dépasser aussi la peur de déranger. Ah oui, bah ça, la fameuse. Ouais. Au début, je sais que... moi, je me rappelle quand je me suis lancée aussi sur les réseaux sociaux et tout ça, je n'osais pas poster régulièrement mes créations ou autour de mon entreprise parce que j'avais peur de déranger. Alors que c'est juste sur les réseaux sociaux, quoi. Donc, j'imagine même pas par email. Moi, par email, je l'ai vécu avec Objectif Bijoux, du coup, j'avais aussi cette peur-là. Mais ouais, du coup, toi, t'es passée par là aussi. Ouais. Et puis, en plus, c'est quelque chose que toutes les créatrices ont. Hein. Enfin, moi, je le vois souvent, c'est ça, l'excuse numéro 1, entre guillemets, mais qui est légitime parce qu'on se dit justement qu'on veut pas déranger. Donc, c'est normal. Mais en fait, faut pas oublier que les gens déjà qui se sont inscrits par mail, ils ont donné leur accord. Ils veulent recevoir tes mails. Et c'est là aussi où c'est pour ça on s'en fout d'avoir 500 mails. Mais ce qu'il faut, c'est d'en avoir des gens qui ont vraiment envie de les recevoir. Donc en fait, on sait que ces gens-là, on va pas les déranger. Et s'ils veulent pas à ce moment-là ouvrir le mail, je trouve qu'en plus l'email est moins... à moins ce côté spam que les réseaux sociaux parfois. Parce qu'on est sur les réseaux sociaux et on peut avoir une pub d'un coup qui arrive en story ou d'un coup qui arrive dans notre feed d'actualité. Alors que le mail, la personne choisit de cliquer et de prendre le temps de lire. C'est aussi ça qui est intéressant avec l'emailing. Et après, les réseaux sociaux comme Instagram avec ses abonnés, c'est pareil, beaucoup disent je ne vais pas déranger. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, nos posts qu'on fait, ils ne sont pas vus de tout le monde. Non, ça c'est clair. L'algorithme fait le tri et généralement, je ne vais pas dire de bêtises sur les statistiques, mais c'est pas énorme. Nos posts, je crois que c'est vu par moins de 20% de notre communauté. Ça dépend, donc, ça dépend de la taille de communauté, etc. C'est une moyenne, mais enfin, c'est cet ordre de grandeur-là, quoi. C'est pas 80%, quoi. C'est plus proche du 20% que de 80%. Donc déjà, on se dit que, en fait, quand on va faire un post, il n'y a qu'une mini partie de notre communauté, donc de nos abonnés, qui vont voir nos posts. Donc, du coup, faut pas oser, faut pas avoir peur de déranger, faut oser poster parce que justement, en fait, on va pas saouler, les gens ne les voient même pas passer en fait. Donc, il faut pas justement avoir peur de publier régulièrement pour que tout le monde voit passer. Et après, encore une fois, les gens qui sont sur Instagram et qui sont abonnés à toi, ils ont choisi d'avoir tes infos. Et c'est aussi un truc que je dis aux créatrices parce que souvent elles se disent mais j'ai eu plein de désabonnements, je comprends pas, j'ai posté un truc, j'ai eu 4 abonnés, puis d'un coup j'ai eu 6 désabonnements et qui sont super tristes. Mais en fait, c'est aussi le jeu. C'est que même à ce niveau, même où moi j'en suis, j'ai beaucoup de désabonnements tous les jours. Mais le principal, c'est que ce qui reste, ce sont les personnes qui ont vraiment envie de voir notre contenu. Ouais, ça fait toujours ça au début, on est triste, on comprend pas ce qu'on a fait de mal. Oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est une bonne chose parce que voilà, ceux qui sont pas intéressés, comme tu dis, s'en vont. De toute façon, ils ont pas... Ça fait le tri. Voilà, ça fait le tri. Et après, on garde que ceux qui sont vraiment attachés à notre marque ou à nous, à nos produits, quoi. Et plus on va avoir ça, en plus ça va séduire l'algorithme parce qu'il y aura plus d'engagement, etc. Voilà, Et plus en plus, on va avoir les résultats parce qu'on va avoir justement plus de retours. On va se dire, d'un coup, il y a plein de gens qui aiment nos créations. Non, en fait, c'est juste que peut-être ça a fait le tri et que dans notre communauté, on a gardé que les meilleurs, que ceux qui ont vraiment envie d'être au courant de ce qu'on fait, quoi. Et c'est pareil dans les mailings aussi, du coup. Puisque les gens peuvent se désabonner en bas des emails que tu envoies. Donc, on vit la même chose là aussi. Et puis, c'est bien, ça fait le tri aussi. Ouais, c'est ça. Et là, donc, une autre question au sujet des peurs au départ. Toi, donc, tu t'es montrée... Dès le départ, sur les réseaux sociaux, tu as commencé à te montrer? Non. Non. Ça a pris du temps? Ouais, alors pris du temps. Tout est relatif. Je pense qu'après ma personnalité, je suis assez à l'aise dans la vie en général. Donc,
Ça a été un premier blocage, les réseaux sociaux. Au début, effectivement, je pouvais pas, enfin, je voulais pas, et aussi parce que je connaissais pas ma communauté. Et je pense que ça, c'est important. Quand je dis créer un lien avec sa communauté, c'est dans les deux sens, et il faut aussi savoir qui nous suit. Et quand on sait un peu qui nous suit, quand on a des retours, des échanges, c'est là aussi où ça devient plus facile, parce qu'on se dit qu'il y a des vraies personnes derrière. Puis en plus qu'on l'air sympa. Oui, voilà, donc ça du rassure. Coup, ça rassure. Mais au début, non. Et d'ailleurs, ça peut rassurer les personnes qui nous regardent. Et les créatrices, c'est pareil, c'est quelque chose que je leur répète régulièrement. Au début, je faisais pas de face caméra en story. Aujourd'hui, je fais des vidéos YouTube, je fais des interviews avec toi. Tu vois, donc c'est quelque chose qui se travaille. Après, oui, dans la nature de la personne, on est plus ou moins à l'aise de manière générale. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui se travaille. Et c'est l'habitude qui va faire que... voilà, on va être plus à l'aise. Et les créatrices que j'accompagne, d'ailleurs, on voit les progrès. Elles se font violence. Alors après, il y a, voilà, dans mes cours, il y a aussi l'aspect coaching, développement personnel, où je leur donne confiance aussi pour y arriver. Et bah, elles déploient leurs ailes, quoi. Et d'un coup, elles font des faces caméra où elles parlent, elles sont à l'aise. Et ça a beaucoup plus d'impact pour les gens qui les suivent. Et puis même elles sont... Voilà, elles se sentent elles-mêmes, quoi, de parler de leur marque. Elles se sentent à l'aise, alignées. Et elles prennent confiance et tout ça. Ça, c'est génial. Ouais. Et donc toi, en fait, tu as réussi petit à petit à être à l'aise. Enfin, en fait, tu l'as juste fait, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai juste fait. Comme beaucoup de choses, c'est ça. Voilà. Ouais, parce que moi, j'ai pas été accompagnée, j'ai pas suivi de formation. Voilà, j'ai rien fait. Ouais. Donc oui, clairement, moi, ça a été de la... Tu t'es auto-violence. Voilà, c'est ça. Allez, Marion, on y va. Et puis, ouais, c'est ça, l'habitude. Au début, en plus, il n'y avait pas de filtre à l'époque sur Instagram. C'est important. Il n'y avait pas de filtre. Et du coup, je faisais les stories sans filtre. Et ouais, il fallait pas que je regarde le rendu derrière. C'est compliqué. Mais après, ça commence par des photos. Ensuite, c'est des petits bouts où là, on se dit, ah ouais, mais j'ai un produit à vendre, il faut vraiment que j'en parle. Donc, on a la niaque, on se dit, allez, on y va. Du coup, on fait la story vidéo. Puis finalement, on se dit, ah, mais j'ai réussi à faire la story vidéo, donc maintenant, je peux faire autre chose. Et puis, petit à petit, ça devient... C'est un entraînement, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, quand tu t'es lancée sur les réseaux sociaux, donc là, c'est là que ton entreprise a pu commencer à prendre son envol. En combien de temps, à partir de ce moment-là, tu dirais que tu as commencé à pouvoir te générer un salaire de ton entreprise? En fait, donc ça fait 1 an que je suis en train de vendre en ligne. Du coup, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai développé les réseaux sociaux. Enfin, je dis ça un peu plus d'1 an, oui, parce que c'était en novembre 2020. Donc ouais, ça fait 1 an et quelques mois maintenant. Tu t'es mis sur les réseaux sociaux en novembre 2020? J'y étais, mais je me suis mis vraiment active en novembre 2020, quand j'ai eu la collaboration justement avec Élise Francis, qui a été à cette période-là, où en fait là je me suis dit, de toute façon t'as pas le choix, parce qu'il y a la collaboration, donc il faut profiter au max de cette collaboration. Donc j'ai commencé à structurer mon compte Instagram, à vraiment réfléchir à ma stratégie. Donc ça a été à peu près à ce moment-là. Et après, alors j'ai mis du temps à accepter que je pouvais prendre de l'argent pour moi de mon entreprise. En fait, j'avais un peu le truc du on va garder de côté au cas où, on ne sait jamais. Donc en fait, j'ai mis du temps, mais après quand j'ai fait les comptes, je me suis rendu compte que assez rapidement, je pouvais en fait me sortir un petit salaire, parce qu'après, il faut savoir que moi j'ai toujours eu une autre activité à côté des bijoux, et c'est mon souhait de garder une autre activité à côté. C'est pas par défaut que je fais d'autres activités, mais en fait, je suis une sorte de multi-passionnée, multi-entrepreneur, et j'ai toujours eu même d'autres entreprises à côté. Donc voilà, donc je n'attendais pas de cette marque d'en vivre, même si je voulais sortir un salaire. Et du coup, quand j'ai fait le bilan, j'ai attendu en fait 1 an, enfin un peu moins d'1 an, mais à peu près 1 an, avant de me dire je me sors un salaire. Comme j'en avais pas besoin et que j'avais d'autres projets à côté, je gardais tout sur mon compte en banque professionnel. Et quand j'ai fait les comptes, je me suis dit, mais en fait, j'avais largement de quoi prendre depuis un moment déjà. Donc du coup, c'est ça où j'ai un peu regardé ce que ça donnait. Et donc, je pouvais me sortir une sorte de mi-temps, mais petit mi-temps, au bout de... quand j'ai lancé vraiment les ventes en ligne, au bout, je dirais, de 4-5 mois, je commençais à pouvoir en prendre. Ouais. Après, progressivement, mais finalement, lissé sur l'année, vu qu'après c'est toujours pareil, c'est saisonnier nos activités. Donc on a Noël, on a beaucoup de ventes, puis après on sait pas trop ce qui va se passer. En novembre, à Noël, c'est pour ça. Et du coup après je savais pas comment aller donner l'année d'après. Mais en fait l'année d'après je faisais encore des ventes, mais je me suis dit ouais mais on sait pas encore, donc j'attendais. Mais c'est vrai que mis sur une année, en fait j'aurais pu prendre un petit mi-temps depuis le début. Donc c'est quand même chouette. Et là ça ne cesse que d'augmenter. Du coup bon là je suis un peu, mon emploi du temps est un peu ric-rac. Donc je suis en train de réorganiser un peu tout ça avec
avec l'Artisan Academy qui me prend beaucoup de temps. Mais oui, en tout cas, depuis quelques mois, après avoir vraiment fait décoller ma marque sur la vente en ligne, j'aurais pu me sortir un petit mi-temps. Donc c'est très encourageant. Cool. Ouais, parce que moi, je me rappelle, la plupart des entrepreneurs que je connais ou dont moi, c'est environ 3 à 5 ans avant de pouvoir vraiment décoller et tout ça. Après, c'est ce que je disais d'ailleurs dans une vidéo YouTube sur ma chaîne, c'est que en fait, c'est important dans un business de voir les deux côtés, c'est-à-dire les revenus, mais aussi les dépenses. Ah oui. Et du coup, il y a ça aussi qui joue dans la balance, parce que quand j'ai commencé à faire décoller ma marque sur la vente en ligne, j'ai coupé toutes les dépenses. Donc forcément qu'en fait, au final, je pouvais me sortir plus de bénéfices et donc potentiellement me dégager un salaire. Là où les années d'avant, j'avais investi dans un atelier boutique, j'avais des charges de coworking, d'ateliers partagés. Donc en fait, à cette époque-là, je vendais aussi. Mais comme j'avais beaucoup de charges, en fait, je pouvais pas me sortir de salaire. Donc c'est là aussi où il faut faire attention et je pense qu'il faut bien être au courant de ça et pas fermer les yeux sur les dépenses parce qu'en fait, c'est tout aussi important que les revenus où souvent on se dit « Ah, faut que je vende plus, faut que je vende plus ». Ouais, mais fais gaffe aussi à tes dépenses et regarde parce que peut-être qu'en fait, tu as moyen d'optimiser, tu as moyen de gagner en fait de l'argent pour te sortir plus de salaire. Mais oui. Donc c'est ça aussi quoi, j'ai bien optimisé les dépenses. C'est une bonne chose. Moi, je me rappelle la première année où j'ai commencé à vraiment faire beaucoup de ventes. J'avais investi dans plein de trucs à côté, donc en fait... Ouais, c'est ça, voilà, ça s'annule quoi. Voilà, ça s'annule et à la fin de l'année, je me suis dit, waouh, j'ai travaillé, mais finalement, il me reste pas grand-chose. Ouais, le laminoir, j'en ai pas. J'ai pas de chalumeau, mon petit chalumeau, c'est mon quoi, petit ton chalumeau c'est chalumeau de cuisine. Voilà la preuve qu'il est possible de faire des bijoux avec des chalumeaux de cuisine. Donc c'est vrai que voilà, oui, j'aurais voulu avoir plus de matériel professionnel, plus de choses, mais à un moment donné, j'ai aussi, du coup, je pense que c'est ma formation entrepreneuriale qui a fait que j'ai ce côté entrepreneur où je dis non, en fait, à un moment donné, Marion, il faut regarder aussi combien tu gagnes. Au début, j'ai investi dans mon établi, dans des outils, mais après, quand ça a été passé la phase du début, j'ai acheté que ce que j'avais vraiment besoin. Et j'ai toujours été dans cette logique-là, même si aujourd'hui, je fais de plus en plus d'investissements, même sur la communication, des choses comme ça. Mais je limite. Je limite parce que je sais que cette entreprise-là, c'est du fait main. Les bénéfices, il faut faire attention par rapport à ce qu'on gagne, etc. C'est pas évident. Donc, faut toujours garder un œil sur ses dépenses pour continuer à se verser un salaire, quoi. Parce que c'est quand même important et motivant aussi de pouvoir dégager un revenu. Ouais. Et du coup, moi, justement, dans les dépenses que j'avais fait cette année-là, c'était le logo, toutes les... j'ai fait que maintenant, moi. Voilà, donc c'est ce que j'allais te demander. Au bout de 3 ans, tu t'es créé t'avais rien du tout avant, en fait. Si, j'avais un logo, mais que j'avais fait moi-même, en bidouillant, quoi. Oui, t'avais pas fait affaire avec un graphiste. Non, mais même, c'est quelque chose que je conseille, moi, aux créatrices, au début, je leur dis, partez avec le plus simple. Surtout que maintenant, il y a Canva qui permet d'avoir... Alors, il y a les illustrateurs qui vont être là, qu'est-ce qu'ils racontent mais il y a des outils gratuits pour commencer. Et je pense que c'est suffisant pour commencer. Après, c'est sûr que c'est bien de développer son image de marque une fois qu'on le peut, qu'on en a les moyens en fait. Mais après, j'ai pas eu besoin de ça. Pour, tu vois, mon image de marque, elle était très présente, alors que mon logo était resté l'ancien, que j'ai un peu caché. Du coup, au final, sur les réseaux sociaux, je montrais pas mon logo. Il était sur mes packagings, mais ça rendait plutôt pas mal. Par contre, sur mon site web, il était en tout petit. Voilà, après, j'ai rusé, quoi, et j'ai utilisé plutôt les photos et mes produits pour créer un univers. Mais j'ai pas eu besoin de ma charte graphique. Là où c'est vrai que souvent, les personnes croient que c'est la charte graphique qui va faire tout le boulot, ça peut, mais aussi on peut faire autrement, quoi. On peut trouver juste par nos photos produits, parce qu'on va montrer sur les réseaux sociaux, créer un univers sans avoir besoin d'avoir un logo et des chartes graphiques toutes prêtes par un professionnel, quoi. C'est vrai que quand je pense à ton compte Instagram, parce que je l'ai vu quelques fois, je suis allée le voir, et c'est vrai que c'est des photos, des très belles photos d'ailleurs, et toujours avec cet univers autour des plantes en fait. Donc, et là on te reconnaît. Mais qu'est-ce qui t'a donné, là tu te dis donc maintenant tu l'as fait faire par un graphiste, ton logo, qu'est-ce qui t'a donné envie Du coup je voulais professionnaliser plus ma marque, et c'est vrai que c'est un truc où ça fait 3 ans et mon logo en fait je le déteste. Mon ancien logo je le détestais. Et en fait même au tout début je me suis dit allez faut avancer, quoi. Je me suis dit on s'en fout, j'ai passé trop de temps à vouloir le faire, je l'ai pas aimé en fait ce logo, et du coup c'est pour ça qu'au bout de 3 ans je me suis dit allez j'investis. Après avoir fait les comptes, je me suis rendu compte que non seulement je pouvais sortir un salaire, mais que j'avais aussi encore des bénéfices de côté.
C'est aussi ce qui m'a fait que je me suis dit, bah voilà, t'as pas besoin des bénéfices qui restent pour vivre, donc réinvestis dans ton entreprise. Bah là, on va professionnaliser un peu à l'essence. Puis j'ai d'autres projets pour l'avenir pour à l'essence, donc je voulais voilà, aussi que ça devienne plus pro. Donc d'où le nouveau logo et une charte graphique pour mon site, quoi. Mais ouais, c'est venu qu'après. D'accord. Et le site internet, lui, il est venu dès le départ? Ouais, mais c'était pas une bonne idée. Non. Non. En fait, bah, comme moi j'étais dans ce domaine-là, je travaillais dans le marketing, dans la com, pour moi c'était évident qu'il fallait un site web. Ouais, enfin c'était vraiment mon métier en fait. Voilà. Donc même si j'avais jamais créé de site web avant, mais je côtoyais des entrepreneurs qui parlaient que site web. Enfin c'était vraiment cet écosystème-là. Donc j'ai créé mon site web et je me suis dit en plus c'est nouveau, c'est marrant, je vais être capable de. Après je pourrais dire que je suis capable de faire mon site. J'ai fait sur WordPress. Ah oui quand même. Voilà. Et puis du coup je l'ai lancé. Sauf qu'au bout de quelques mois, après avoir passé beaucoup de temps dessus, je me suis rendu compte qu'en fait, il ne servait à rien en fait. Enfin, oui, à faire payer les gens. Du coup, j'ai un endroit pro pour faire payer les gens. Mais il m'apportait aucune vente en lui-même. Et du coup, c'était tes réseaux sociaux qui te qui redirigeaient vers le site. C'est pour ça qu'à mes créatrices que j'accompagne aujourd'hui, je leur conseille pas de faire comme moi j'ai fait. Parce que déjà, moi, je l'ai fait moi-même. Donc à la rigueur, ça coûte pas d'argent. Mais beaucoup de créatrices payent quelqu'un pour faire un site. Alors qu'en fait, en plus, elles savent pas vraiment ce qu'elles ont besoin. On est au tout début, on est au balbutiement. Et c'est pas le bon moment, je pense, pour investir dans un site web. Alors qu'au début, on peut commencer avec des outils qui coûtent rien si on vend rien, qui sont moindre coût et qui pourront avoir le même job de faire payer les gens, si c'est vraiment ça qu'on veut, avec une image pro, quelque chose de sécurisé, c'est vraiment ça qu'on veut. Mais c'est tout en fait. Et après, si on veut se créer son site web, je pense que c'est un investissement en temps et ou en argent qu'on peut faire par la suite, quoi, que j'aurais pu éviter. Donc quand tu dis des outils, par exemple envoyer une facture par PayPal, enfin si ton client te contacte par les réseaux sociaux pour tel bijou, enfin moi je sais que c'était comme ça au début. Tu fais comme ça? Ouais. Je faisais ça. Moi aussi j'avais pas de site parce que, ou si j'en avais fait un mais il me plaisait pas en fait au final, puis très vite il me représentait plus parce qu'au départ comme tu dis, voilà, au départ on est en train d'explorer et on explore même voilà notre communication, qui on est, qui on est, voilà, et son style et tout, donc très vite en fait ça te ressemble plus. Et donc oui, moi mes clients me contactaient par les réseaux. Moi pour le coup c'était Facebook à l'époque, ça marchait bien Facebook, maintenant je préfère Instagram aussi. Bah en fait ça c'est pas. Alors je sais que j'ai des créatrices qui essayent avant de rejoindre mon programme, qui me parlent de ça, qu'elles ont essayé de vendre un message privé. Beaucoup testent en disant bah envoyez-moi un message et puis effectivement après ça fonctionne par tu me fais un virement, je te fais une facture, etc. Donc ça fonctionne, enfin ça c'est toujours d'actualité, mais ça c'est pas marche si vieux. pas. Ouais, mais c'est pas quelque chose qui en fait si tu arrives à faire des ventes comme ça, c'est bon signe parce que ça veut dire qu'en fait tous les gens que tu perds, bah, tu vas pouvoir les récupérer une fois que tu auras ton site. Donc si en plus, avec cette difficulté que tu t'es rajoutée, tu arrives à vendre, c'est bon signe. Par contre, si tu vends pas, ça veut peut-être venir de là. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont besoin d'acheter rapidement, facilement. Et même moi, qui suis une adepte de l'artisanat, j'ai plein de trucs ici que j'ai acheté à des artisans, je n'ai pas envie de venir discuter en message privé avec les gens quand j'ai envie de leur passer une commande. Et j'ai la flemme, ça me saoule, je connais pas forcément la personne en face, j'ai pas envie de la déranger. Il y a plein de choses qui font que c'est pas facile et du coup je vais oublier, je vais passer à autre chose. Donc en fait, je pense que c'est quand même inévitable aujourd'hui d'avoir un endroit où faire payer les gens, une sorte de boutique en ligne. Mais par exemple, il y a l'outil SumUp qui est très bien, j'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo sur ma chaîne. C'est pas aussi une petite machine. C'est ça, c'est un boîtier. Voilà. En fait, à la base, on le connaît pour ça, pour le boîtier de paiement. Mais ils ont mis en place une solution qui permet gratuitement de créer une sorte de micro-boutique en ligne. Ah ouais. Ouais, on peut simplement ajouter nos fiches produits. Alors, on n'a pas beaucoup de fonctionnalités, mais on peut mettre des photos produits, une description, rassurer le client avec tout plein de trucs sécurisés et tout ça. Puis c'est SumUp, donc c'est sécurisé. On a l'adresse mail de la personne, on a un suivi quand le colis a été envoyé. Enfin, en fait, on a tout le minimum syndical pour avoir un truc professionnel au début. Et si on vend rien, ça coûte rien. Ah bah ça c'est bien. Donc ça c'est top. Si on vend, bien sûr, ils prennent une commission, mais c'est là où je conseille ça parce que quand tu commences, justement, tu sais pas ce que tu veux, tu sais pas si tes créations vont marcher, donc vaut mieux utiliser un outil comme ça où bah, tu commences à zéro frais, tu testes, en plus ça te rôde un peu sur tes fiches produits, comment tu vas les construire et tout, et après tu passeras à l'étape plus compliquée d'en créer sur un vrai site, ton site web, potentiellement e-commerce, Wix, Shopify, peu importe quoi. Mais oui, il y a des outils comme SumUp qui existent aujourd'hui qui sont vraiment top. D'accord, bah ça c'est un très bon conseil alors. Ouais.
Bon, alors, tu en as parlé un peu tout au long de notre discussion, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer davantage ce qu'est ta formation Artisan Academy? Ouais. En fait, donc c'est un. Alors, moi, j'appelle ça programme de formation parce Mhm. qu'en fait, il y a l'aspect formation pure et dure où les créatrices apprennent des choses avec des cours vidéo, des cahiers d'exercices, etc. Donc, c'est vraiment le côté plus. Elles vont se former à mettre en place des choses, à apprendre comment faire. Et en même temps, il y a le côté accompagnement. C'est pour ça que je dis programme parce que vraiment, les deux sont pour moi tout aussi importants. Surtout quand on est dans la vente, dans le marketing, dans la communication, où on peut avoir beaucoup de peur, beaucoup de blocages, beaucoup de Mhm. doutes. Et du coup, l'accompagnement, pour moi, il est vraiment aussi important que la formation. Et du coup, il y a eh bien, une communauté Discord. Donc, c'est Mhm. un groupe de discussion privée sur lequel j'accompagne les créatrices tous les jours. Je connecte tous les jours. Les créatrices sont connectées aussi entre elles tous les jours. Elles se répondent, elles se donnent des conseils, des feedbacks, etc. On a aussi 2 rendez-vous live par mois, du coup plus de coaching accompagnement où c'est soit des formats questions-réponses, soit des formats vraiment coaching individuel ouais, Quand ça tu c'est dis trop bien. coaching individuel, c'est-à-dire qu'elles sont toutes là, mais que tu réponds, enfin, Il y a une personne, en fait, une élève qui en fait la demande. Ouais. Donc tout le monde peut me faire la demande, mais il n'y en a qu'une qui est choisie à chaque fois, en fonction de ses problématiques, que j'accompagne, mais tous les autres Tous les personnes regardent et Ah ne oui, peuvent pas d'accord. interagir. Ouais, ouais, ouais. L'idée, c'est que vraiment, j'accompagne la personne sur ses problématiques à elle, son projet à elle, mais comme ce que je peux lui raconter peut intéresser toutes les autres personnes, Oui. tout le monde peut profiter finalement du Ah, c'est coaching génial, ça. individuel. Ouais. Donc ça, c'est hyper puissant et ça fonctionne bien parce que c'est vrai qu'il y a des créatrices qui ont plus ou moins besoin d'aide. Il y en a qui sont bloqués quoi, et ça ne suffira pas le Discord et du coup le coaching individuel débloque les choses et permet en plus souvent de lever plein de blocages chez d'autres créatrices. Donc ouais, il y a ce format là. Et après, dans les cours en tant que tel, qu'est-ce qu'on apprend dans l'Artisan Academy? Alors généralement, c'est des personnes, donc c'est un programme qui est destiné à toutes les personnes qui font des choses de leurs mains et qui veulent, alors soit qui galèrent, soit qui veulent se lancer et qui veulent du coup développer leur visibilité et vendre leur création en ligne. Donc vraiment dans le programme, je l'ai fait en sorte que ce soit aussi bien adapté aux personnes justement qui galèrent, qui s'étaient déjà lancées, ou aux personnes qui veulent se lancer et qui partent de zéro. Et l'idée c'est qu'au fur et à mesure des étapes, parce que le programme est en 4 étapes, on va poser les bases de son entreprise, poser les bases de sa communication, voir un petit peu ce qu'on veut, vers où on va aller, et aussi où je donne les clés justement de quelle stratégie on va déployer tout au long de la formation. Et après, aux différentes étapes, en fait, c'est assez ludique parce qu'on va imaginer une nouvelle collection et on va en faire le teasing et on va la lancer. Donc c'est pour ça que même si quelqu'un est déjà lancé avant, de toute façon, ce sera une excuse pour lancer une nouvelle collection avec l'Artisan Academy, mais cette fois-ci en faisant les choses correctement par rapport à comment on imagine une collection de produits pour qu'elle se vende, pour qu'elle soit efficace aussi entre les produits entre eux, etc. Comment on fait le teasing de cette nouvelle collection, comment ensuite on la lance et comment ensuite on gère la relation client. Et au fur et à mesure de toutes ces étapes-là, je débloque un peu comme un jeu vidéo au fur et à mesure des cours, des choses à faire en communication. Parce que, en fait, souvent, la communication, les gens apprennent plein de choses. Donc, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Ouais, et en fait, on n'est ouais. pas guidé de oui, mais à quel moment on fait ça en fait. Et en fait, ça a un rôle tout aussi important parce que aller chercher des nouvelles personnes, on va pas le faire quand on est en train de lancer un produit. Ça, fallait le faire avant. Donc, en fait, il y a des choses qui se débloquent dans un certain ordre. Et donc, c'est ce que j'apprends aux filles. Alors, je dis aux filles parce que c'est une majorité, enfin, c'est que des filles pour le moment, mais les garçons sont bienvenus. J'allais te poser la question, est-ce que tu acceptes les hommes? Oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est que des filles pour le moment, donc j'ai un peu tendance à dire les filles. Mais ouais, c'est ça en fait, au fur et à mesure des leçons, elles vont débloquer des petits trucs qui vont leur servir pour toute la vie, mais qu'elles vont débloquer à un moment où c'est judicieux d'utiliser en fait cette stratégie ou cet outil-là, cette façon de communiquer là. Donc, et tout au long du programme, après, en fait, l'idée c'est qu'elles peuvent, dans leur vie future, réutiliser les mêmes étapes, repartir à chaque fois avec le même ordre des choses pour, en fait, Oui, tout le temps, à chaque collection, reprendre le même processus et pour que la communication soit efficace et adaptée et que les créations se vendent, quoi. En fait, c'est bien parce que la personne qui s'inscrit, elle n'a pas besoin de réfléchir. Elle suit ça. ton cheminement, alors, elle applique. Voilà, il faut mais tout en réfléchissant quand même, parce que effectivement... Non, dans le sens, pas besoin de réfléchir sur les étapes. Ouais, oui, après, le processus, il est donné. Ça. Ouais, le processus, il est donné, il y a des rétro-planning, donc on sait exactement dans quel ordre il faut faire les choses. Et du coup, elle peut se focusser sur le principal. Sur le comment, le message, voilà. Et c'est génial en fait. Et ça. Du coup, ça booste un peu aussi parce qu'on disait tout à l'heure, il faut juste le faire pour, par exemple, les vidéos YouTube. Il faut juste le faire pour
c'est dur, mais il faut faire le pas. Toi, tu as dû te motiver toute seule. Là, je trouve, moi, j'ai déjà suivi des formations comme ça, et quand tu as un pas à pas comme ça... Il faut que tu fasses pour passer l'étape d'après. Ouais, voilà, donc du coup, ça motive, quoi. Et souvent, les créatrices, en plus, il y a des petits cours comme ça qui sont un peu détachés, genre par exemple, prendre en photo ses créations ou calculer le prix de vente de ses créations. C'est des cours que quand les créatrices arrivent, elles veulent direct aller voir ça, alors qu'elles n'ont pas fait les étapes d'avant. Bon, elles peuvent, du coup, c'est des leçons qui sont utiles, quoi qu'il arrive, mais c'est vrai que souvent, il y a des créatrices qui arrivent, ont tendance à vouloir tout faire, et je leur dis, attention, ne brûle pas les étapes, parce qu'effectivement, il y a un ordre, et typiquement, il y a des choses qu'il faut que tu aies passé effectivement l'étape 1, étape 0 du programme, etc. pour être capable, en fait, de le faire bien. Parce que c'est pas parce que tu as l'existence, par exemple, de faire un live sur Instagram, que si je te dis comment faire un live, tu vas réussir tout de suite à le faire bien. Parce que si ton message, si ta communication, si le rapport avec tes créations, si les prix de vente n'ont pas été bien choisis, en fait, tout ça, ça fait une sorte d'engrenage qui va être soit positif, soit négatif. Si tout n'est pas bien imbriqué, en fait, ton live pourra ne pas du tout bien fonctionner. Alors que si tout est bien imbriqué et que tu es à l'aise sur à peu près tout, que tout est au clair, ton live va être hyper puissant. Alors que tu auras appris, dans les deux cas, à faire un live. Mais du coup, il faut vraiment débloquer les choses dans l'ordre, en fait, pour que ce soit... vraiment que ce soit efficace. C'est vraiment le mot que je répète souvent. Mais la communication, c'est vraiment des outils. Et c'est comme un marteau, on peut me dire, un marteau, tu tapes avec ton marteau et ça fait une marque sur le métal. Ouais, d'accord, mais si j'ai pas une vision de quelle marque je veux, de quel rendu final du bijou je veux, mes marques, elles vont être plus ou moins utiles, plus ou moins efficaces, et je vais plus ou moins jeter le bijou à la poubelle. Avant le polissage, et quand je vais polir, elles vont s'effacer. Voilà, c'est ça. Il y a des étapes, et c'est pareil pour la communication, quoi. C'est pas parce qu'aujourd'hui, par exemple, les partenariats, c'est quelque chose que je parle beaucoup aux créatrices. Je leur apprends à faire des partenariats. Moi, ça a fait décoller ma marque. C'est un truc vraiment puissant. Et du coup, j'ai des créatrices qui me disent, mais c'est un truc de dingue parce que j'ai toujours voulu faire des partenariats. Je suis convaincue. J'ai fait plein de demandes et j'ai eu toujours des retours négatifs. Je suis l'Artisan Academy. Je suis les leçons. J'envoie 5 demandes. J'ai 5 retours positifs. Waouh. Tu dis, ouais, mais en fait, c'est la façon dont tu vas aborder les choses. Est-ce que tu sais pourquoi tu veux le faire, ce partenariat? Avec qui tu choisis de le faire? Et c'est tout ça, en fait, qu'il faut être au clair avant pour que ça ait un impact. Parce que c'est pas parce que tu l'as fait avant que ça n'a pas marché, que ça ne marchera jamais, en fait. C'est juste qu'il faut le faire de la bonne manière, quoi. D'accord. Et tu parlais aussi, tu me disais qu'il y avait des cours de développement personnel un petit peu dedans, alors, c'est ça? c'est en fait finalement greffé un peu à chaque leçon. Moi, c'est quelque chose que j'ai ajouté à chaque étape. Alors, il y a 2 ou 3 leçons qui sont vraiment sur ça, sur du développement personnel. Mais au final, après, c'est des trucs que j'agrémente tout le temps au fil des leçons, quoi. Quand les filles regardent les leçons, elles prennent un gros coup de boost à chaque fois. Généralement, c'est vraiment motivation, bienveillance, positivité. Voilà, tout est possible, et l'Artisan Academy, c'est vraiment ce que je veux transmettre. Donc, c'est dans l'ADN de tous les cours. Et après, dans le Discord, c'est ça aussi. Et c'est assez puissant parce que les créatrices, du coup, qui ont rejoint l'Artisan Academy, ont ces valeurs-là, de bienveillance, etc. Là, on attire... Ouais, voilà, c'est ça. Elles voient que c'est ce qu'elles vont y trouver, donc ça les intéresse. Et entre elles, du coup, elles se motivent aussi vraiment tous les jours. Quand il y en a une qui a un coup de mou et que moi, je viens remotiver les troupes, 2-3 jours après, il y en a une qui a un coup de mou, j'étais pas arrivée, elle a redonné le même message pour remotiver la troupe. Enfin, voilà, c'est hyper puissant, quoi. Donc ouais, c'est un peu, finalement... dans les coachings, dans les leçons, dans le Discord, le développement personnel, il est présent partout. Parce que c'est pas que comment faire X truc, c'est pas juste la stratégie. Mais c'est aussi c'est beaucoup dans la tête que ça se passe. D'accord. Pour la réussite d'une entreprise, moi j'ai remarqué, peu importe en fait l'entreprise, c'est un peu comme le sport de haut niveau, ça passe par le mental aussi. C'est ça, Si on se conditionne de la bonne manière, on peut tout faire. On peut tout faire, on peut trouver des solutions à tout, mais si on part déjà défaillant, ça va être plus compliqué. Et des fois, il suffit juste de débloquer des petits trucs. En coaching individuel, je le vois justement, souvent, c'est des personnes qui ont besoin de débloquer des choses. En fait, je leur apprends rien dans les coachings. C'est pour ça que c'est du coaching et pas de la formation. C'est que les leçons, elles ont tout appris dans les leçons. Mais pendant les coachings, en fait, on va débloquer ce qui bloque là-dedans. Et c'est là où, en fait, elles ressortent et font « Ah ouais, ça y est, en fait, je vais pouvoir faire ce que j'avais prévu de faire, mais juste elles étaient bloquées, et c'est pour ça que c'est en commun avec plein de créatrices, quoi. Souvent c'est soit des peurs, syndrome de l'imposteur, on en parle souvent, la peur de déranger, la peur de pas vendre assez, ça souvent ça revient tout le temps. L'artisanat, comme c'est relégué à quelque chose qui est encore
voilà, c'est dur d'en vivre. Beaucoup, ça peut rester qu'un hobby. Souvent, notre entourage aussi joue un rôle là-dessus. Et nous dit non, mais tu veux en faire une entreprise. Quand est-ce que tu auras un vrai travail? Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, on a manqué de batterie, donc on va reprendre là où on était. Donc oui, on disait que l'entourage... Ouais, souvent, c'est vraiment le truc de « mais tu peux pas en vivre voilà, ça peut rester qu'un hobby ». Et en fait, ça conditionne aussi chez nous, du coup, des blocages, des peurs, où on se dit en fait, elle a raison. À la moindre difficulté, en fait, on se raccroche à ces messages un peu négatifs. On se dit « mais en fait, j'y arriverai pas, mais en fait, je suis qui pour y arriver je vais jamais en vivre, je tourne en rond ». Alors que non. Mais c'est vrai que c'est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de modèles aussi de réussite. Et c'est aussi pour ça que je m'engage aujourd'hui avec l'Artisan Academy, que je montre autant mon quotidien, que je montre autant des choses des coulisses en fait de ma vie entrepreneuriale. Parce que moi-même, j'ai manqué aussi de modèles, même s'il y en a quelques-uns. Mais c'est vrai que c'est pas commun en fait de se dire mais on peut vivre d'une activité artisanale, on peut réussir rapidement à faire des ventes. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête parce que c'est possible. Mais c'est vrai que souvent, on a tendance à revenir un peu dans nos vieux démons et de rester bloqué. Donc, il suffit après d'une petite voix bienveillante qui nous coach et qui nous refait poser les bonnes questions, quoi. Et souvent, même les créatrices se bloquent parce que j'ai notamment une créatrice en live il y a quelques semaines qui se bloquait en fait par rapport à la vente en ligne. Typiquement, moi, mon programme, il est vraiment axé pour développer les ventes en ligne. Et beaucoup de créatrices commencent par faire des ventes en marché, des ventes en boutique, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est un côté plus facile a priori, parce qu'on va physiquement à un endroit, on voit les gens physiquement, ça a ce côté plus palpable, plus tangible, et on se dit, on va avoir l'argent dans nos mains, on a vendu la création, on a l'argent dans nos mains. Et du coup, on a tendance à aller vers ces solutions un peu là, de premier abord, qui nous paraissent plus faciles, alors qu'en fait, pas forcément. Et la vente en ligne, ce que moi j'apprends dans le programme, qui pour moi est une solution finalement, quand on se lance, qui est la meilleure. Mais oui, il faut maîtriser quand même certains codes, mais ça peut être super rentable, permettre de vendre rapidement, etc. Tout ce qu'on recherche finalement. Et sauf que comme c'est quelque chose qui est plutôt inconnu, qu'on connaît pas forcément, les créatrices, quand elles arrivent dans l'Artisan Academy, elles se bloquent et elles reviennent très rapidement dans leur travers de... en fait, oui, mais il faut que je fabrique ça parce que comme il faut que je vende en boutique, mais comme il faut que je fasse le marché que j'avais prévu de faire dans 3 mois. Et en fait, oui, mais ce que tu veux, c'est quoi en fait? C'est la vente en ligne? Bah oui, mais est-ce que je vais vraiment y arriver? Mais pourquoi tu y arriverais pas? Et après, on reparle de plein de choses. Et puis, oui, du coup, oui, je vais faire les bons choix pour la vente en ligne. Plutôt que de faire des choix par défaut. En fait, souvent, c'est ça. C'est que faut pas faire des choix par défaut. Faire des choix que nous, on a vraiment envie de faire. Pourquoi tu veux le faire? Et si tu as vraiment envie de le faire, fais-le. Et comme ça, après, ça mettra en place les bonnes choses pour la suite. Mais souvent, les créateurs ont tendance à faire des choix par défaut, par peur de plein de choses. Par peur du manque, de pas réussir. Ouais, de pas réussir, de pas vendre, que ça plaise pas, de dépenser trop d'argent, etc. Et alors, il faut faire attention, mais en tout cas, il faut faire les choix pour les bonnes raisons, en fait, c'est souvent ça. Et donc, c'est pour ça que l'aspect accompagnement, coaching dans le programme est tout aussi important. Oui. Parce que sinon, les créatrices restent souvent bloquées. Il y en a qui arrivent très bien, rien qu'avec mes vidéos et les exercices, elles n'ont pas besoin de coaching. Mais il y en a d'autres qui ont besoin plus de ce côté accompagnement, coaching, et que ça aide vraiment, quoi. Donc, et d'avoir une communauté aussi, du coup, ça doit aider. Parce qu'effectivement, quand l'entourage n'est pas, n'est pas très encourageant, c'est ça. Il vaut mieux se couper, ne pas en parler du coup à l'entourage, moi je pense, et du coup, discuter avec d'autres personnes qui ont la même réalité que toi. C'est ça. Typiquement, même il y en a qui demandent leur prix de vente. C'est un truc que j'ai... Arrêtez de faire ça. De demander qu'est-ce que t'en penses le prix de vente à sa mère ou sa sœur, mais qui n'en ont rien à faire et puis qui comprennent pas. Voilà, c'est ça. Faut demander aux bonnes personnes ou faut pas demander en fait, parce qu'effectivement, il faut pas négliger en fait l'impact que peut avoir l'entourage. Même moi, l'impact que j'ai envers mes créatrices, c'est une responsabilité que j'ai parce que ce que je vais partager, ça va les impacter. Donc il faut que je leur partage les bonnes choses, quoi. C'est pareil dans leur entourage, et effectivement, tu as raison. Si on voit que l'impact des gens autour de nous n'est pas bon, vaut mieux se couper de ça et s'entourer de personnes qui vont avoir un impact positif, parce que c'est ça qui fait déployer nos ailes, en fait. Nos ailes, elles sont là, mais pour les déployer, il faut avoir souvent un petit coup de main, quoi. Ouais, c'est ça. Donc la communauté, des fois j'arrive, il y a un channel qui s'appelle Célébration sur la communauté, il y a plein de célébrations d'un coup. J'ai fait 2 ventes, je me suis enfin fait un reel où je me suis montrée en caméra, j'ai des nouveaux produits, c'est trop beau tes nouveaux produits. Enfin voilà, elles se parlent entre elles.
avec toute bienveillance, et aussi quand ça va pas, quand il y a des trucs qui sont pas quali, on dit bah fais attention, peut-être change un peu ça sur ta photo ou change un peu ça dans ton message. Voilà, il y a vraiment de la bienveillance et du soutien quoi qu'il arrive, dans le positif comme dans le négatif. Il y a aussi des moments de down qu'on gère voilà, dans la communauté où des fois il y a des vagues comme ça, c'est pas, les planètes sont mal alignées et puis d'un coup il y a plein de créatrices qui ont des gros moments de doute, voilà, et du coup bah, il y a les si peu de personnes qui sont connectées et qui vont bien, remotivent les troupes. Moi aussi de toute façon je suis toujours là pour remotiver les troupes, donc c'est vraiment cet effet ouais, de soutien quoi qu'il arrive quoi, dans la remise en question comme dans la célébration, c'est important. D'accord, bah, c'est génial. Ça donne envie en tout cas. Et pour ceux qui sont intéressés, de toute façon, je vais mettre en dessous la vidéo le lien vers bah, du coup, ton programme, ton site web et tout ça. Ouais. Et pour finir, alors, est-ce que tu pourrais, pour résumer un peu tout ce qu'on a dit, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui souhaite se lancer donc, sur les réseaux sociaux et donc trouver rapidement sa clientèle? Je dirais être soi-même, oser et faire simple. Parce que vraiment, les trois sont tout autant importants. Je pense qu'il ne faut pas se contorsionner pour essayer de rentrer dans un moule. Il faut être soi-même. Il faut oser faire les choses qui nous paraissent insurmontables parce que c'est en osant qu'on va réussir à avoir des résultats. Et en même temps, il faut faire simple. Parce que quand on essaye de se compliquer la vie, tant au niveau du nombre de créations, que des créations en elles-mêmes, que de notre façon de vendre, que notre communication, que tout, ça décourage. Ouais, ça c'est pas possible. Et puis surtout, on n'est pas efficace si on n'a pas de résultat. Donc vraiment, les trois choses, ouais, ce serait oser, être soi-même et faire simple. En fait, c'est simple, quoi. Ouais, en soi, ouais. C'est vraiment, ouais, mais c'est là-dedans que ça se passe. Vraiment, c'est... Si ensuite on est... Moi, j'ai été formée en communication et tout, donc oui, forcément, je partais avec un bon bagages. Voilà, je maîtrise les codes, je maîtrise la communication, la psychologie du consommateur, je maîtrise beaucoup de choses. Mais quand on est formé, qu'on apprend les bons outils et qu'ensuite la tête suit et que voilà, on est en phase, il n'y a vraiment pas de raison que ça se passe mal, quoi. D'accord. Bon, bah Voilà. merci Marion pour cette super discussion. J'espère que ça vous aura plu. Comme je disais tout à l'heure, je vais mettre en lien sous cette vidéo. Donc, déjà, tu es juste sur Instagram, YouTube et tu as un site web. J'ai un podcast aussi. Ah oui, c'est vrai, tu as un podcast. Et Instagram, j'ai 2 comptes Instagram. J'ai ma marque et j'ai aussi le compte qui est vraiment dédié aux créatrices. J'allais dire. Donc, le compte de Elle Essence, donc ça, c'est ta marque de bijoux. Ouais. Marion Guittier, donc là, c'est toi qui accompagne les artisanes, ton site web et donc ton podcast, effectivement. Ouais. Et puis ta chaîne YouTube. Donc, tout ça. Voilà, vous allez trouver pas mal de liens sous la vidéo. Et puis voilà, donc nous, on se retrouvera dans 2 semaines à peu près pour une prochaine vidéo. À bientôt!